Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'épreuve partie numéro 2 du bac spécialité SVT qui est tombé le 18 mai 2022 en Amérique du Nord. Ce sujet concerne le thème de la plante sauvage à la plante domestiquée et une petite indication est donnée quand les fourmis dispersent les graines. Alors ici l'intitulé, prenez toujours le temps de bien le lire, donne de précieuses informations. Les fourmis dispersent massivement des graines dont par ailleurs elles peuvent se nourrir. Dans nos régions, il s'agit le plus souvent de plantes herbacées des sous-bois qui disposent sur leurs graines d'un dispositif n'intervenant pas dans la germination et appelé élaïosome. Donc première chose, vous l'avez ici une petite photo, on voit une graine et on a ce dispositif dont on ne connaît pas pour l'instant, vous ne connaissez pas le rôle, mais ce que vous savez déjà c'est que ça n'intervient pas dans la germination de cette graine. La question qui vous est posée et à laquelle vous allez devoir répondre est celle-ci. Montrer que la dispersion de certaines graines peut reposer sur des interactions mutualistes entre des fourmis et une plante. Déjà, il faut être bien au jus sur la définition de mutualisme. Mutualisme, c'est quand vous avez des associations, une association à bénéfice réciproque pour chacune des espèces que vous avez. À ne pas confondre avec la symbiose, où on a des bénéfices réciproques avec une interaction très étroite. Là ici mutualisme, on a des bénéfices réciproques, mais l'association est moins étroite que pour une symbiose. Donc bref, on veut montrer qu'il y a des interactions entre les fourmis et les plantes et que chacune, en tout cas que ce soit les fourmis ou les plantes, eh bien elles ont des bénéfices. On vous dit bien sûr d'organiser votre réponse sur la démarche de votre choix. Vous veillerez à y intégrer des données issues des documents et les connaissances complémentaires nécessaires. On trouve souvent cet intitulé. Évidemment, il s'agit non pas de réciter son cours, mais il s'agit d'extraire les informations des documents et ensuite vos connaissances, car il est important bien sûr que vous révisiez. Évidemment, vos connaissances vont vous aider à l'interprétation et bien sûr aussi va vous apporter un éclairage plus, en tout cas beaucoup plus sûr sur la synthèse, en tout cas pour répondre à la question qui vous est posée. Document numéro 1. On vous explique qu'on a le pourcentage des semences récoltées par deux espèces de fourmis en fonction de la composition de la semence. On étudie deux espèces de fourmis et attention, chélidoine et violette, bien sûr, ce ne sont pas les espèces de fourmis, ce sont les espèces de végétales dont les graines sont des graines avec un élaïosome, on vous l'explique bien, qui sont consommées par les fourmis. Donc ces graines sont recherchées pour les fourmis, pour leur consommation. Les noms des fourmis qui vous sont donnés et sont ici, c'est Myrmica, et vous avez aussi la fourmi, eh bien ici, de type Lasius. Et en petit, ici avec les petits points, ça correspond aux graines de violette, et en tout cas la violette, et en grisé, ça correspond à l'espèce de végétale chélidoine. On vous explique qu'on fait trois propositions de semences qui sont pour ces fourmis, des graines entières, c'est-à-dire avec élaïosome, des graines sans l'élaïosome, et élaïosome seul, vous les avez ici. Et à chaque fois, les chercheurs ont noté le pourcentage des différentes semences récoltées par les fourmis. En gros, ce qui vous est en fait montré ici, clairement, puisqu'on vous dit qu'on fait trois propositions de semences aux fourmis, on veut savoir si les fourmis font un choix spécifique, ou vont exercer un choix particulier entre ce qui leur est proposé. Première chose qui saute aux yeux, c'est quelle que soit l'espèce de fourmi, Myrmica ou Lasius, on voit que les graines, quand elles sont seules, c'est-à-dire quand on enlève l'élaïosome, eh bien on constate qu'elles sont moins récoltées. Vous le voyez ici. N'oubliez pas bien sûr de donner des valeurs quand vous comparez ici ou quand vous travaillez sur des graphiques. Si on s'intéresse à la graine entière, eh bien on voit qu'elle est plus récoltée clairement que la graine seule. Donc a priori, on peut supposer que la présence de l'élaïosome va être un facteur déterminant pour le choix par les fourmis de la récolte de ces graines. On le voit ici aussi. Vous remarquerez d'ailleurs que ce soit pour l'espèce violette ou chélidoine, on voit que les résultats sont similaires. Et c'est pareil pour les espèces de fourmis, on voit que c'est similaire. Si on s'intéresse à l'élaïosome seul, puisqu'on peut faire l'hypothèse que c'est cette partie qui va, a priori, attirer les fourmis, eh bien on voit qu'effectivement, quand il est tout seul, eh bien les fourmis le récoltent davantage. On le voit clairement ici sur ce graphique, même si, eh bien, vous remarquerez que
élaïosome seul ou la graine entière, on a des résultats qui sont très similaires, que ce soit pour Myrmica ou pour l'Azus. Conclusion que l'on peut tirer d'après ici, eh bien ce document, ces deux graphiques, donc ces diagrammes en barre, eh bien on peut déjà voir que la présence, on peut faire en tout cas l'interprétation que l'élaïosome va être un facteur qui va clairement rentrer en jeu pour les fourmis, pour le choix de la récolte de la graine, puisque l'on voit que quand la graine est seule, elle est moins récoltée, alors qu'au contraire, quand l'élaïosome est présent dans la graine entière, eh bien la graine va être beaucoup plus récoltée. Donc clairement, pour la plante, c'est un avantage que d'être davantage récolté, on le verra, car ceci, rappelez-vous votre cours, va être un facteur qui permettra la dispersion des graines. Et on verra que c'est un avantage important pour la plante de pouvoir disperser ses graines. Ça permet d'éviter la compétition intraspécifique. Imaginez que toutes les graines tombent au pied de la plante mère. Il pourrait y avoir une compétition entre les différentes plantes, les plantes filles et la plante mère. Le fait de disperser les graines va être un avantage. Donc on peut supposer ici que la présence de l'élaïosome va être un facteur déterminant pour la récolte par les fourmis et donc pour la dispersion des graines. Document numéro 2, où on s'intéresse plus particulièrement ici, vous le voyez dans le document numéro 2A, à la masse moyenne des semences. Et en fait, on s'intéresse très clairement à ce que représente l'élaïosome comparé à la taille totale de la graine. Mais vous voyez qu'à peu près on est, d'ailleurs pour les deux plantes, on est à environ 30% à peu près, ici, en gros, ici, l'élaïosome représente environ une trentaine de pourcents, comparé donc à la graine totale, donc une partie, vous voyez, quasiment un tiers de la graine, est représenté par, l'élaïosome, donc ce qui reste relativement important. Voici ce qu'on peut dire par rapport, à ce document. Document du 2B, donc là, vous avez donc la masse moyenne, et ensuite, dans le document du B, on voit on rentre plus dans le détail de la composition, clairement, donc, de l'élaïosome et des graines, et on compare les deux pour voir ces différences. Comment ça se fait que l'élaïosome va être davantage récolté par les fourmis comparé à la graine qui va être entière. Vous avez en gris la graine et en grisé l'élaïosome. Déjà, on voit qu'en termes de présence de lipides, on voit que la graine est plus riche ici, vous le voyez, en lipides comparé à l'élaïosome. Par contre, clairement, on voit ici que le pourcentage d'acides aminés est bien plus important dans l'élaïosome que dans la graine. Je vous rappelle que les acides aminés, ce sont les éléments qui composent les protéines. Les acides aminés vont être directement assimilables, alors que les protéines, il y aura une dégradation qui va se faire en acides aminés pour pouvoir après être assimilés. Donc, clairement, les acides aminés sont plus facilement assimilables et ils sont beaucoup plus riches dans l'élaïosome que dans la graine. Si on prend les protéines, on voit que ces protéines sont plus importantes dans la graine que dans l'élaïosome, et en termes de glucides, on est identique. D'accord? Donc, si on devait définir ou de voir une différence majeure entre la graine et l'élaïosome au niveau de leur composition, c'est la présence d'acides aminés libres qui est bien plus importante ici dans l'élaïosome. Document numéro 3. Ici, on nous montre le nombre de fourmis présentes dans une zone délimitée et période de reproduction des graines. Donc, ce sont des scientifiques qui ont compté des fourmis sur une parcelle de terrain au cours d'une année pour voir un petit peu l'évolution, quasiment d'une année, on est de mars jusqu'à décembre, pour voir un petit peu l'évolution de la population de ces fourmis dans la zone qu'on a délimitée. On voit qu'il y a ici, on a délimité ici là, avec les deux flèches, la période de production de graines par différentes espèces de végétaux. On est en Allemagne, donc une zone de climat tempéré comme en France, et on voit qu'effectivement ces graines vont être produites majoritairement au printemps et en août. Et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on voit clairement une forte augmentation du nombre de fourmis présentes sur la parcelle au moment où il y a une production importante de graines par différentes espèces de végétaux. Alors, clairement, on voit qu'il y a donc une corrélation entre le nombre de fourmis présentes et la quantité plus importante, ou quoi, très importante de graines et de différentes espèces de végétaux. Donc là, on voit qu'il y a une corrélation très importante. On peut faire l'hypothèse, bien sûr, d'un lien entre la présence de ces fourmis et la présence de ces graines. Donc une corrélation importante à ce niveau-là. On peut faire l'hypothèse que les fourmis ont été attirées par ces graines sur la parcelle
Ou on peut aussi faire une autre hypothèse qui est le fait qu'elles soient davantage multipliées en présence de ces graines. Donc là ici, c'est compliqué à l'état des documents de pouvoir distinguer ces 10 hypothèses. En tout cas, on voit clairement une corrélation entre le nombre de fourmis plus important quand les graines sont présentes. Document numéro 4 ici nous montre la consommation des semences qui va être rapportée au nid. Donc là, l'expérience a été faite et les scientifiques se sont posé la question du devenir un petit peu de ces substances présentes dans l'élaiosome pour voir un petit peu ce que ça devenait. En gros, on sait que ces semences, elles sont consommées. Les fourmis vont ramasser ces semences pour les consommer au nid. La question qui est posée ici, vous le voyez, c'est qui les consomme ces semences? Est-ce que ce sont les larves ou bien les adultes? Et pour arriver à faire le distinguo entre les deux, on a fait une expérience où on a nourri, vous le voyez, des fourmis avec de la gelée nutritive contenant des protéines, des sucres et des vitamines. Et en plus de cette gelée nutritive, on a mis des acides aminés qui sont marqués avec de l'azote 15. Cet azote 15, c'est un radioisotope, ce qui fait que on a présence d'une radioactivité, ça va émettre de la radioactivité, ce qui permettra ainsi de suivre ces fourmis. Elles vont émettre de la radioactivité, on pourra les suivre, on pourra savoir ce que devient cette alimentation au sein des fourmis. On va pouvoir repérer les fourmis qui ont consommé cette nourriture qui est marquée radioactivement. Et on a fait ça au cours d'une semaine. On compare des fourmis adultes en pointillés avec des larves de fourmis. Et là, on constate clairement que les fourmis adultes, en termes, on voit ici que leur enrichissement en azote 15, il est extrêmement, en tout cas, il ne change pas. On voit qu'il est quasiment constant. Donc, on peut supposer qu'il n'y a pas eu d'impact. En tout cas, il n'y a pas eu forcément de consommation. En tout cas, malgré l'enrichissement, on voit qu'il n'y a pas eu de changement notable. Donc, on peut supposer que ces fourmis adultes n'ont pas consommé la nourriture qui contenait donc ces acides aminés marqués, n'ont pas consommé ces élaiosomes, vous le voyez ici, c'est clairement, donc on le dit clairement. Alors qu'au contraire, si on regarde les larves de fourmis, eh bien on constate que elles vont s'enrichir très clairement, puisqu'on voit qu'on a le double du pourcentage en azote marqué qui est présent dans leur corps. On voit qu'il y a le double donc d'azote marqué, ce qui montre qu'elles ont majoritairement, en tout cas, consommé ces acides aminés marqués qui provenaient ici, en tout cas qui ont été marqués, qui provenaient de l'élaïosome. Donc ce document permet de dire que les larves de fourmis vont être celles, alors si les fourmis adultes récoltent ces graines, eh bien cette nourriture, avec notamment les élaïosomes, ça va servir majoritairement à nourrir les larves. Donc clairement, la consommation de l'élaïosome va être à destination des larves de fourmis, ce qui va être clairement un avantage indéniable pour les fourmis, puisque ça va permettre de nourrir la progéniture, et ainsi de favoriser la survie des individus au sein de l'espèce. Intéressons-nous maintenant au document numéro 5, dispersion des graines dans l'espace par Myrmica, donc une espèce de fourmi. Donc là, les scientifiques ont pris des zones d'étude, 2,5 mètres sur 3 mètres, et ont observé la germination des graines qui est représentée par des cercles blancs sur le schéma, provenant de deux plantes mères que vous avez ici, ça sont les plantes mères qui sont représentées. Attention, il y a une petite erreur sur le document ici, puisqu'on parle d'une zone d'étude de gauche, où il y a des fourmis qui ont le nid qui est indiqué par un triangle. Les fourmis, le triangle est ici, donc là le document de gauche dont il parle, c'est celui-ci, d'accord, avec le nid de fourmis ici. Et de ce côté, vous voyez qu'il n'y a pas de fourmis, il n'y a pas de fourmis qui ont été montrées. Qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, si on prend la zone où il n'y a pas de fourmis, on voit que la plante mère est ici, toutes les jeunes plantes qui ont pu, toutes les graines qui ont pu ici germer, eh bien vous voyez qu'elles germent autour du plant mère, elles n'ont pas été dispersées, une très faible dispersion. Là ici le graphique vous représente la zone géographique donc de 2,5 mètres sur 3 mètres. Au contraire, si vous avez présence de nids de fourmis, eh bien vous constatez que les graines sont bien plus dispersées, puisqu'en fait on voit qu'elles sont présentes dans quasiment toute la surface qui est concernée. Conclusion, ici on voit un avantage indéniable pour la plante, puisqu'en fait on voit que les graines vont être dispersées sur une plus grande surface qui permettra de favoriser la survie de l'espèce végétale. Conclusion de tout ceci, puisqu'on veut mettre en évidence une interaction mutualiste entre ces deux espèces, les plantes ont l'avantage d'être davantage dispersées grâce à la récolte par les fourmis, et les fourmis, grâce à ces graines,
vont pouvoir avoir une source d'alimentation très importante pour leurs larves.